Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info au sommaire de l'actualité. Komi Kouché, libre de circuler en Europe. La justice espagnole a rejeté ce mardi la demande d'extradition de l'ex-ministre exprimée par le Bénin. Les raisons qui ont motivé cette décision à voir dès le début de ce journal. 6 pays membres de la Banque de développement des États de l'Afrique centrale ont bénéficié des prêts d'un montant de 151 milliards de francs CFA. Objectif, accompagner ces pays dans leurs projets de développement et d'intégration régionale. Et puis la Tunisie, premier pays arabe en matière de liberté de la presse. Sur les 180 États classés par Reporters sans frontières, le pays se positionne à la 72e place alors qu'il était 97e en 2018, gagnant ainsi 25 places. Mais tout d'abord, cette décision sans appel, la justice espagnole a rejeté ce mardi 23 avril la demande d'extradition de Komi Kouché. L'ancien ministre de l'économie du Bénin avait été arrêté en décembre dernier à Madrid. Il fait l'objet d'un mandat d'arrêt de la part des autorités béninoises dans un dossier lié à sa gestion en qualité de patron du Fonds national de microcrédit. Selon les juges espagnols qui ont mis en cause l'indépendance de la criette, la Cour censée juger l'ancien ministre. Les motifs contenus dans le dossier sont purement politiques. On écoute à ce propos un des avocats de Komi Kouché, maître Victorien Olatundi Fabé. Selon les juges espagnols, les éléments du dossier ne permettent pas de retenir une infraction à la loi pénale. Parce que pour qu'un pays ordonne l'extradition, il faudrait que les éléments, les faits portés à la connaissance de cette juridiction constituent une infraction au regard de la loi de ce pays-là. Selon le juge espagnol, ce n'est pas le cas à leur niveau. Et ils en déduisent là qu'il s'agit tout simplement d'un procès politique. Et ce qui est le plus fort dedans, c'est que le juge espagnol dit que la décision est sans recours. Il tenait jusque-là le portefeuille de l'économie et des finances. Boubou Cissé va désormais diriger le gouvernement du Mali. Nommé le 22 avril suite à la démission de Soumeïlou Boubèye Maïga, le nouveau Premier ministre devra en premier lieu apaiser la situation sécuritaire au centre du Mali, mais aussi conduire le projet de révision constitutionnelle. Reportage à Bamako de notre correspondant Mokhtar Bari. Ministre de l'économie et des finances du gouvernement Soumeïlou Boubèye Maïga, Boubou Cissé, docteur en économie ayant fait ses armes à la Banque mondiale, est désormais chargé de diriger le futur gouvernement malien. Découvert en 2013, il a fait partie de tous les gouvernements depuis l'arrivée du président Ibrahim Boubacar Keïta. Je prends la suite, comme vous le savez, dans un moment où le pays traverse des épreuves et des défis qui sont tout aussi importants que complexes. Après plusieurs tractations, c'est Boubou Cissé qui aura donc la lourde responsabilité de mener à bien la politique et les ambitions du chef de l'État malien. L'homme qui est surtout apprécié pour sa rigueur dans la gestion des ressources financières devra aussi et surtout convaincre la majorité de la classe politique, jusqu'alors insatisfaite. Évidemment, je ne suis pas un messie. Je ne suis pas un messie, mais je suis et je serai un serviteur. Un serviteur de l'État, un serviteur de l'État au service du gouvernement, un serviteur de l'État au service du peuple, à l'écoute de ce peuple-là. Les Maliens sont dans l'attente d'un nouveau gouvernement. Les tractations sont déjà en cours. L'équipe devrait être composée des membres de la majorité présidentielle, mais aussi d'acteurs de l'opposition, selon des sources officielles. La chute des cours du pétrole en 2014 a plongé les pays de la CEMAC dans une profonde crise économique. Pour les aider à se relever, la Banque de développement des États de l'Afrique centrale accorde des prêts d'un montant de 151 milliards de francs CFA à 6 pays membres centrafricains, membres de l'institution. Objectif, accompagner les projets de développement et d'intégration régionale de ces 6 pays. Les précisions de Aïssatou Bari. Les 6 pays membres de la Banque de développement des États de l'Afrique centrale ont bénéficié des prêts d'un montant de 151 milliards de francs CFA. Ce prêt servira à financer des projets d'infrastructure dans les différents pays membres qui sont le Cameroun, la Centrafrique, le Congo, le Gabon,
la Guinée équatoriale et le Tchad. Une aubaine pour ces pays qui tentent de relever leur économie durement frappée par la chute des cours du pétrole en 2014. Cela va venir justement doper le plan de développement des infrastructures que chacun des pays membres de la CEMAC a adopté les 10 dernières années. C'est pour ça que quand vous arrivez au Cameroun, on est pratiquement en chantier. On peut le dire autant des autres pays de la sous-région à qui la BDAC a apporté ces concours-là. 80 milliards de francs CFA serviront à la construction d'un nouveau terminal à passagers de l'aéroport de Bata en Guinée équatoriale et un autre montant de 45 milliards de francs CFA sera alloué à la construction de 1000 logements sociaux au Gabon. Au niveau de la sous-région Afrique centrale, l'esprit d'ouverture, même s'il est déclamé tout le temps dans les discours, dans la réalité, ce n'est pas le cas. Tant que les volontés politiques n'est pas l'ouverture, on donnait tout l'argent ici en Afrique centrale que cette intégration ne pourra véritablement pas venir. On continue encore à prendre le visa pour aller dans un pays voisin. Il faut souligner que les États membres de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale se sont engagés pour une plus forte intégration régionale. Selon les experts, les transactions commerciales entre États représentent 1,5 milliard de dollars, soit 2% du total des échanges de la région. Premier pays arabe en matière de liberté de la presse, la Tunisie gagne 25 places dans le dernier rapport de Reporters sans frontières. Sur les 180 États classés par l'organisation, le pays se positionne à la 72e place alors qu'il était en 97e en 2018. Des progrès salutaires, toutefois, la mise en place d'une instance de régulation de l'audiovisuel est toujours attendue dans le pays. Solène Duplessis. La Tunisie progresse en matière de liberté de la presse. Le pays se classe à la 72e place sur 180 pays, alors qu'il était 97e en 2018. Un classement établi par l'ONG Reporters sans frontières. Le pays est ainsi le mieux positionné de la région Afrique du Nord et Moyen-Orient, une région où la presse reste régulièrement confrontée à un contrôle du pouvoir. Les journalistes subissent des pressions énormes sur l'ensemble des pays du Maghreb. L'exception reste la Tunisie qui continue son processus de transition démocratique et qui a fait une avancée remarquable de 25 places, mais reste confrontée à d'innombrables défis, surtout par rapport au cadre législatif. En effet, malgré cette dynamique, la Tunisie présente encore quelques faiblesses en matière de liberté de l'information. La mise en place d'une instance de régulation de l'audiovisuel est toujours attendue dans le pays, une instance conforme aux standards internationaux qui doit renforcer le cadre juridique de la profession. Évidemment, la Tunisie a connu une avancée considérable en termes de liberté de presse. C'est-à-dire qu'évidemment, par rapport à l'époque de Ben Ali, c'est une véritable avancée. Mais évidemment, il faut regarder avec prudence. Il y a une liberté, certes, mais aussi il y a des pressions, il y a ce qu'on appelle un système coercitif qui agit indirectement sur les rédactions et les journalistes. La Tunisie, qui poursuit sa transition démocratique après les soulèvements du printemps arabe, se positionne ainsi loin devant les autres pays de la région Afrique du Nord. À titre de comparaison, sur 180 pays, le Maroc stagne à la 135e place, l'Algérie se classe à la 141e position, la Libye à la 162e et l'Égypte à la 163e place. Dans l'actualité culturelle, découverte de l'essai intitulé « Critique de la notion d'art africain », son auteur, le Sénégalais Babacar Mbaye Diop, propose une lecture de l'art africain à travers les époques. Dans cet ouvrage, le docteur en esthétique et philosophie de l'art y distingue les 3 différents types d'art africain. Notre correspondant à Dakar, El Hadj Ndiaye, l'a rencontré. Suivez son reportage. Ce livre de 202 pages, un essai intitulé « Critique de la notion d'art africain » est l'œuvre de Babacar Mbaye Diop, née d'une passion qu'il voue à l'art africain. Dans ce livre, l'auteur défend la création d'un concept d'art africain, mais par les Africains eux-mêmes. L'idée est de se réapproprier la notion de l'art africain. Le message que je lance, c'est qu'il est temps que les Africains eux-mêmes s'approprient, en tout cas, de leur propre art. Ce livre est donc en général une déconstruction, mais une appropriation de la notion d'art africain. Selon l'auteur, du temps colonial, les objets d'art africains se sont retrouvés un peu partout dans le monde. Pour lui, il est primordial que les Africains retrouvent ces objets qui pourront participer à la connaissance de l'histoire africaine. Si on considère l'ensemble des objets qui sont produits par une société, la dispersion est une aliénation. Aujourd'hui, ces objets doivent retourner en Afrique et il y a un peu, si vous voulez, un faux débat en Europe du fait que les Africains n'ont pas de musée, les Africains n'ont pas de place où mettre ces objets-là. Je considère cela comme un faux débat. Ce sont nos objets qui nous les rendent. Après, c'est à nous de voir
ce qu'on peut en faire. Babacar Mbaye Diop est docteur en esthétique et philosophie de l'art. Il enseigne la philosophie de l'art au département de philosophie de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Son expérience de 2 ans à la Biennale de Dakar lui a permis de comprendre l'art africain dans toutes ses formes. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.